Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Euh, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Il y a beaucoup de désinformation actuellement en faveur de Nicolas Sarkozy. Et il est important, pour contrer cette désinformation, de revenir sur les faits qui sont, comme bien souvent lorsqu'il s'agit de désinformation, partiellement ou totalement occultés, déformés, afin de voler au secours de l'ancien président de la République française. Alors, je vais, je pense, commencer par en fait les contre-vérités qui sont assénées depuis jeudi 25 septembre, date du verdict, par l'écosystème médiatique de la droite affairiste, représenté notamment par Bolloré, mais aussi par Le Figaro de Bloc d'Assaut, et aussi Valeurs Actuelles, qui évidemment présente une version totalement biaisée de la réalité. Et je pense qu'avant de se prononcer sur le fond, il faut déjà avoir les éléments. Alors, je vais énoncer très brièvement en fait les principales contre-vérités. Alors la première, évidemment, c'est que les accusations portées contre Nicolas Sarkozy sont construites à partir de rien par des juges politisés à gauche. Alors, nous avons là, je crois, vraiment le premier angle biaisé de toute la narration qu'essaye d'imposer la sphère Bolloré, à savoir que c'est une question droite-gauche. Non, ce n'est pas une question droite-gauche. C'est une question de droit, c'est-à-dire que nous avons quelqu'un qui est accusé d'avoir violé la loi, détourné des fonds et d'avoir utilisé les moyens de l'État pour le faire. Donc ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de légalité. Est-ce que Nicolas Sarkozy a violé la loi, oui ou non? Ça reste le débat de fond. Alors la réponse, comment dirais-je, est positive. Oui, évidemment, Nicolas Sarkozy a violé la loi dans cette affaire comme dans de nombreuses autres, et il faut revenir sur les faits précis et non pas les rumeurs selon lesquelles des juges auraient construit un dossier à partir de rien et que ce serait vraiment une affaire qui repose sur du vide. Alors je vais donner quand même des éléments, je vais les lire, hein, je suis obligé de le faire. Alors déjà, un premier élément, rencontre secrète entre Claude Guéant avec Abdallah Senoussi en septembre 2005. Alors Claude Guéant, donc directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, s'est rendu à Tripoli pour une rencontre occulte avec Abdallah Senoussi, beau-frère de Kadhafi et chef des renseignements libyens, condamné à perpétuité en France pour l'attentat du DC-10 d'UTA en 1989, donc organisé par l'intermédiaire de Ziad Takieddine, qui est aujourd'hui décédé. Cette réunion hors circuit diplomatique visait à négocier des soutiens financiers libyens pour la campagne de Sarkozy en échange de contreparties, comme la levée du mandat d'arrêt contre Senoussi pour cet attentat. Le tribunal a retenu que Sarkozy, exerçant une autorité sur Guéant, laissait ces démarches se faire en son nom. Oui, on n'imagine pas le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, aller de son propre chef en Libye rencontrer quelqu'un qui était responsable d'un attentat terroriste qui a fait de nombreux morts pour le blanchir moyennant en retour des financements. Et une normalisation diplomatique. Dans le cadre de la campagne qui se mettait en place, nous sommes en 2005, Nicolas Sarkozy veut se faire élire en 2007, il le sera d'ailleurs, donc tout ça est parfaitement cohérent. Presque 30 ans après, l'attentat contre le DC-10 de la compagnie française UTA fait reparler de lui. Le 19 septembre 1989, l'avion avait explosé au-dessus du Niger, faisant 171 victimes. La responsabilité de la Libye et du régime de Kadhafi avait été pointée.
Cette semaine, le site Mediapart a retrouvé d'autres documents libyens qui accablent les officiels et en particulier Abdallah Senoussi, beau-frère de Kadhafi et haut responsable de la sécurité du régime. En 2005, soit 2 ans avant l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, il proposait à des juristes libyens d'obtenir l'annulation de la procédure visant Abdallah Senoussi. Or, actuellement, nous avons les associés médiatiques de M. Sarkozy qui essayent de nous expliquer qu'il n'était au courant de rien, ne savait rien, n'avait rien vu et surtout n'en était pas le bénéficiaire. Vaste blague. Ensuite, rencontre secrète de Brice Hortefeux avec le même Abdallah Senoussi en décembre 2005. Donc Brice Hortefeux, proche de Sarkozy s'il en est, ministre délégué aux collectivités territoriales, effectue un second voyage à Tripoli le 22 décembre 2005, toujours via Takieddine, pour rencontrer le fameux Senoussi. Alors il y a la fourniture d'un RIB pour des virements et des discussions sur des financements occultes sont évoquées. Le tribunal a jugé ces rencontres occultes comme n'ayant de sens que dans le cas de la nécessité d'obtenir des fonds pour la campagne, à une époque où Sarkozy n'était pas encore investi candidat de l'UMP. Hortefeux admet le voyage, mais nie le financement. Les juges l'ont condamné pour association de malfaiteurs. Là encore, la même chose. Pourquoi Hortefeux se serait rendu à Tripoli après Claude Guéant pour rencontrer la même personne, si ce n'est avec l'aval, bien sûr, de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Là encore, tout cela est cousu de fil blanc. Alors, en octobre 2005, une rencontre en tête-à-tête a lieu entre Sarkozy et Kadhafi. Donc, elle a lieu à Tripoli. C'est une rencontre très brève, elle dure moins de 10 minutes. Donc, selon des témoignages, dont celui de Takieddine, ils y discutent donc de Senoussi et d'un possible jugement en France, ainsi que de vente d'armes françaises. Évidemment, Sarkozy escompte des rétrocommissions, des pots de vin, ne faut pas se tromper. Kadhafi demande à Guéant la liste des Libyens naturalisés français, et le tribunal a vu dans cela le début d'un pacte de corruption avec Sarkozy au centre, favorisant le retour diplomatique de la Libye sur la scène internationale. Donc nous sommes dans un cadre général de normalisation diplomatique recherché par Mouammar Kadhafi, qui après avoir été un paria sur la scène internationale, sur pression évidemment des États occidentaux, cherche à courtiser un certain nombre d'États et de gouvernements pour en fait obtenir une normalisation. Sarkozy, voilà l'opportunité de s'enrichir, tout simplement. Donc il utilise son poste au sein du gouvernement français, ministre de l'Intérieur, pour anticiper cette normalisation et la monnayer. Kadhafi accepte les conditions présentées par le gang de Sarkozy et commence à voir ce qui peut être fait. Alors, est-ce qu'on peut acheter des armes, moyennant quoi Sarkozy prendra au passage un pourcentage? Est-ce qu'il faut verser des virements en cash? On va voir que oui, ça sera fait, etc., etc. Voilà. Cette normalisation a un coût. Sarkozy la facture. Mais là, il détourne en fait l'État français pour en fait son propre intérêt personnel et celui de ses sbires. 34 ans que le colonel Kadhafi n'avait pas été accueilli en visite officielle en France. À l'aéroport d'Orly, c'est Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, qui est chargé de l'accueillir. Une femme ministre pour le guide libyen, habituée à être entourée de sa célèbre garde rapprochée féminine, entrée hiver et sable. Un cortège officiel imposant, pas moins de 100 véhicules pour transporter toute la délégation qui accompagne Mouammar Kadhafi, hautement sécurisée. En tête du cortège, la limousine blanche de l'invité de la France, en route pour le palais de l'Élysée. Juste en face, à l'hôtel de Marigny, flotte déjà le drapeau libyen. Une troupe de danseuses et de chanteurs bédouins y prend ses quartiers, sous l'œil médusé de la sécurité présidentielle. C'est dans la cour de cette résidence que le colonel Kadhafi a fait installer sa tente, son bureau en quelque sorte. Comme pour tout chef d'État, la garde républicaine accueille Mouammar Kadhafi au palais de l'Élysée. L'ancienne bête noire des Occidentaux, commanditaire d'actes terroristes,
a désormais droit aux honneurs de la République. Le colonel Kadhafi a abandonné son programme nucléaire et collabore dans la lutte antiterroriste. C'est à cet homme-là que le président français serre la main. Un accueil avec tous les honneurs, quelques mois après la libération des infirmières bulgares. 1 heure d'entretien, au menu, des contrats d'armement. Bon, écoutez, c'est accablant, c'est accablant, c'est accablant. Alors c'est tellement accablant qu'on va évidemment retrouver des traces de ces financements. Donc, premier virement consigné dans l'agenda de Choukri Ghanem en avril 2007. Donc, alors, l'agenda manuscrit de Choukri Ghanem, qui est l'ex-ministre libyen du pétrole, qui a été retrouvé mort opportunément en 2012 lors de, vous savez, de la guerre en Libye, note un déjeuner en avril 2007 évoquant 3 virements totalisant 6,5 millions d'euros avec cette note pour Sarkozy. Cela précède de peu l'élection de mai 2007 et corrobore les négociations en cours. Bien que non tracées jusqu'à la campagne elle-même, le tribunal a retenu ces éléments comme preuve d'un plan concerté impliquant l'entourage de Sarkozy. Deuxièmement, transfert de 500 000 euros, 1,5 million d'euros, sur le compte de Claude Guéant, l'associé de Sarkozy, en 2008. Donc 3 mois après la visite d'État de Kadhafi à Paris, eh bien, on retrouve 500 000 euros d'origine libyenne qui atterrissent sur le compte de Claude Guéant via tout un circuit bancaire opaque qui transite notamment par les Bahamas et des intermédiaires. Alors, cela finance l'achat d'un appartement pour Claude Guéant. Les enquêteurs ont remonté le fil des transactions offshore, reliant cela aux promesses faites en 2005-2007. Le tribunal y a vu une contrepartie personnelle liée à ce pacte global pour la normalisation des relations entre la Libye et la France. Alors, vous voyez, c'est un autre élément matériel avéré de cette corruption généralisée, et donc ça ne part pas de rien. Voilà. Alors, on pourrait continuer à égrener des éléments, mais non, contrairement à tout ce qu'on entend de la part de CNews sur commande de Bolloré, qui évidemment est un client de Sarkozy, de Valeurs Actuelles, ou du Figaro, la famille Dassault étant aussi un client de Sarkozy. Rappelons quand même que jadis, des membres de la famille Guesso se sont fait élire parlementaires sur demande de Sarkozy. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Eh bien, en fait, il y a tout un travail de désinformation de l'opinion française pour faire croire que Sarkozy est blanc comme neige. Non, Sarkozy est corrompu autant qu'on peut l'être, parce que c'est sa nature profonde. Il a déjà brillé dans d'autres affaires. Je ne vais pas citer quand même l'affaire Big Malion pour ne citer que celle-là, et toutes celles dont on n'entendra jamais parler parce qu'elles sont enfouies sous toute une série de mesures préventives pour qu'elles ne soient pas découvertes, et ces mesures ayant été un plein succès, nous n'entendrons jamais parler des affaires de corruption. Mais celle-là est avérée, elle a été déterrée, et notons quand même le degré de corruption morale de Sarkozy qui fera assassiner Mouammar Kadhafi pour s'assurer qu'il ne parle pas. On sait effectivement que le lynchage de Kadhafi a été rendu possible sur demande express de Sarkozy. On a fait disparaître les témoins. Voilà à qui nous avons affaire. Alors c'est cet homme qu'une certaine presse de droite essaye de réhabiliter en utilisant le réflexe pavlovien de l'opposition à la gauche. Alors, moi, je ne suis pas de droite ou de gauche, pardonnez-moi. J'estime que la loi doit s'appliquer pour des affaires de corruption ou de droit commun à tous de la même manière. Or, qu'est-ce qu'on entend derrière ces dénégations médiatiques? On entend oui, mais c'est scandaleux de voir Sarkozy condamné, quand par ailleurs des OQTF sont laissés libres de circuler, quand des violeurs sont laissés en circulation, etc., etc. Donc l'argument, c'est de dire « Ah bah puisque c'est laxiste en bas, il faudrait que ça soit laxiste en haut ». Étrange argumentaire pour une droite sécuritaire. Non, j'ai tendance à penser l'inverse. Ah bah puisque c'est sévère avec Sarkozy, inspirons-nous de cet exemple et soyons sévères de la même manière avec les racailles du bas. Ça, c'est un argumentaire qui est cohérent d'un point de vue de droite sécuritaire. Vous avez remarqué que ce n'est pas celui qui est servi. Ils sont tous sur les plateaux de télévision
hein, les associés de Sarkozy, pour expliquer à quel point c'est scandaleux cette manifestation soudaine de sévérité de la part des juges, qui sont d'ailleurs catalogués de gauche. Bon, on ne sait pas trop comment ni pourquoi. Voilà, bon, on nous dit, voilà, c'est comme ça, ils sont de gauche, bien, très bien. Bon, on n'a pas le moindre début d'une preuve de quoi que ce soit. Pourquoi les magistrats de ce tribunal en particulier seraient de gauche? On ne sait pas, on sait ce qu'ils ont voté, on sait ce qu'ils ont déclaré par le passé en faveur de la gauche. On ne sait rien, voilà, on est censé prendre ça pour argent comptant. Moi, en général, je ne m'y arrête pas. Je m'y arrête d'autant moins que cet argument est profondément stupide. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Si les juges sont politisés à gauche, et c'est vrai que tendanciellement ils le sont, dans le cas d'espèce on ne sait pas, mais d'une manière générale ils le sont, bien. Bah, raison de plus pour ne pas piquer dans la caisse, si vous êtes de droite. Mais visiblement on nous dit « Ah, c'est scandaleux, on ne peut pas piquer dans la caisse parce qu'on est de droite, parce que ces juges sont de gauche. » Ah non, 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 non. Non, je pense qu'au contraire, si vous savez que les juges sont tendanciellement de gauche, et que vous savez qu'ils vont particulièrement chercher à savoir ce que vous faites en tant qu'homme politique, bah, le bon sens commande d'être d'autant plus vigilant quant à ces actes. Donc, quitte à être surveillé, autant respecter la loi. Ça me paraît quand même le bon sens le plus élémentaire. C'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit « Ah bah non, rendez-vous compte, les juges sont de gauche, on peut pas voler tranquillement quand on est de droite. » Alors, ça entraîne évidemment toute une série de réactions très réellement détestables, avec tous ces anciens, vous savez, caciques, décatis de la droite gaulliste qui se précipitent pour exprimer leur sympathie, leur amitié à Nicolas Sarkozy. Vous savez, ce réflexe féodal. Il se moque totalement des faits. Il se moque totalement de l'ampleur de la corruption dont s'est rendu coupable Sarkozy. Non, la seule chose qu'ils retiennent, c'est de devoir manifester leur loyauté à l'égard du parrain. Bah écoutez, si ça c'est la norme dans la vie politique française, il ne faut pas s'étonner que la corruption règne partout. Je suis désolé. Et là, nous voyons cette droite exiger des passe-droits, s'en prenant soudainement à la justice, que le reste du temps elle considère comme étant trop laxiste, et jugeant qu'un président de la République, parce qu'il est président de la République, peut s'exonérer des lois qu'il est censé, en tant que président de la République, d'ailleurs faire observer. C'est absolument détestable, absolument détestable. Ça renforce évidemment la défiance généralisée vis-à-vis de la classe politique, et à raison, mais en plus vis-à-vis de l'État, puisque ces gens, en plus, exercent des responsabilités politiques. Donc les mêmes qui sont aux commandes disent qu'ils ont le droit de ne pas subir les fourches codines de la justice, qui devraient, si on les en croit, s'appliquer, ne devraient tomber, pardonnez-moi, que sur les têtes de gens qui n'ont pas été présidents de la République, donc en fait des quidams, sans réseau, sans influence. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit un point de vue défendable. Donc voilà, donc ces gens-là qui se précipitent pour essayer non pas d'ailleurs de dire que Sarkozy est honnête, ils disent simplement, bon, on n'est pas très sûr, et puis le dossier est vide, mais bon, ne cherchez pas trop à comprendre. Voilà. Comment dire? Donc ça, c'est pour le fond. Et alors, il y a une autre série d'arguments qui vient à la suite de cela. Alors, les mêmes médias de droite, de cette droite affairiste, commencé par CNews, essayent de nous dire que l'exécution provisoire est une mesure exceptionnelle, qui ne se justifie absolument pas dans le cas de Nicolas Sarkozy, et qu'il est bien cruel de voir quelqu'un de condamné à 5 ans de prison ferme, devoir finalement passer une seule nuit en prison. Après, comme je l'ai dit, avoir privatisé la diplomatie française pour s'enrichir, lui et son gang. Alors, est-ce que c'est si exceptionnel que ça? Alors, pas du tout. En France, il y a aujourd'hui approximativement 85 000 détenus, et on en compte près de 23 000 qui font appel et qui sont
l'objet d'une mesure d'incarcération exécutoire. Donc ça fait un détenu sur 4, 25%. On ne peut pas dire que ce soit exceptionnel. On ne peut pas dire que ce soit exceptionnel. On ne peut pas dire non plus que Nicolas Sarkozy est un passif judiciaire immaculé. Donc au bout d'un moment, il n'est pas totalement surprenant que certains magistrats décident d'appliquer une partie des peines prononcées contre lui pour les faits très graves dont il s'est rendu coupable. Je pense que ce n'est pas si surprenant que cela. D'autant plus que l'on sait très bien que Nicolas Sarkozy ne purgera qu'une infime partie de cette peine. Il n'y a pas de raison de s'en offusquer outre mesure pour cette conséquence. Alors, je veux quand même, ici aussi, aborder quelques points qui peuvent expliquer l'attitude des magistrats. C'est que M. Sarkozy, qui avait été déjà condamné à de la prison ferme, avait reçu un aménagement de peine lui permettant de mener une vie parfaitement normale en France, puisqu'il avait bénéficié d'un bracelet électronique. Cette fois-ci, on va serrer un peu plus la vis, même si ça sera très symbolique, puisqu'il sera libéré très rapidement, en raison des réseaux au sein de la magistrature qui ne vont pas manquer de s'activer en sa faveur. Parce que lui a des réseaux dans la magistrature, et pas vous. Il y a une autre raison qui peut expliquer pourquoi les juges ont décidé d'incarcérer Sarkozy. C'est très simple. Si je le sais, tout le monde le sait, à commencer par les magistrats. Nicolas Sarkozy s'est rapproché de Marine Le Pen, via Jordan Bardella. Jordan Bardella qui s'est ouvert dans les médias de la grande estime qu'il avait pour l'ancien président de la République. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus les services qui ont pu être rendus à la France et à la République française. Vous l'avez rencontré, Nicolas? Parce qu'il vous fascine pas mal, Nicolas Sarkozy. Vous en parlez dans votre bouquin. On pourrait parler du bilan, d'ailleurs, de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République, qui ne colle pas tout à fait avec les propos qu'en dit... les propos qu'a tenus Jordan Bardella au sujet de son bilan. Et on a su par la presse qu'en réalité ce rapprochement était le rapprochement de deux condamnés, Marine Le Pen, inéligible, pour avoir détourné des millions et des millions d'euros au Parlement européen, pour notamment d'ailleurs payer un emploi partiel à sa sœur et lui payer des primes de Noël exorbitantes, soit dit au passage. Et donc ce rapprochement entre la première condamnée et donc le deuxième condamné qui avait déjà des cadavres et qui sentait bien que ça allait se corser. Eh bien c'est très simple. On a appris donc par la presse que ce rapprochement devait aboutir en cas de dissolution et de possible victoire du RN et d'une accession de Bardella au poste de Premier ministre à une loi d'amnistie entre copains. On allait se blanchir cordialement avec une loi d'exception, permettant à Marine Le Pen de se présenter en 2027, et à Sarkozy de laver son curriculum vitae judiciaire, car apparemment c'était nécessaire du point de vue du Rassemblement national. Donc l'idée était celle-là, un rapprochement politique entre les sarkozystes et Marine Le Pen, se voter une loi d'amnistie entre amis. Il ne restait plus qu'à attendre la dissolution. Et la dissolution, effectivement, risque d'arriver sous peu. Elle est possible. Et même si le RN n'est pas donné gagnant, la possibilité pour qu'il ait une majorité n'est pas nulle. Les magistrats se sont dit, écoutez, puisque ces gens sont en train de s'entendre pour, peut-être d'ici quelques semaines, s'assurer de ne pas purger de peine de prison, nous allons prendre des mesures d'urgence. Puisque M. Sarkozy essaye de nous échapper à tout prix, on va prendre des mesures d'urgence. Et mesures d'urgence, il y a eu. Mais oui, mais si vous êtes en train de négocier votre amnistie au terme d'accords inavouables
avec d'autres formations politiques, pourquoi les magistrats feraient preuve de bienveillance à votre égard? A fortiori, si on dit ils sont politisés à gauche. Bah oui, bon, bah. Désolé. Vous magouillez? Vous tripatouillez? Vous faites des accords inavouables, comment dirais-je, dans la meilleure tradition politicard français. Voilà, les juges ripostent. Il me semble qu'il y a là rien d'étonnant. Et j'irai un peu plus loin. Marine Le Pen, qui s'est crue très avisée de s'acoquiner avec Sarkozy dans l'espoir de se blanchir, non pas devant les tribunaux, mais purement politiquement, avec une loi d'exception. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est pas vous qui vous ferez voter une loi d'amnistie en cas de problème. Hein. C'est réservé à la politique aérienne. Hein. Eh bien, les magistrats, je pense, y sont sensibles. Elle passe en appel au printemps 2026. Elle pourrait avoir une très, très mauvaise surprise. Très, très mauvaise surprise. Car les magistrats, cette fois, risquent de durcir la peine. L'attitude de Marine Le Pen lors de son procès a été tout simplement atterrante. Devant la masse d'épreuves, devant le nombre de personnes condamnées qui n'ont pas fait appel et qui ont reconnu leur culpabilité, Marine Le Pen, qui était à la tête du dispositif, a dit que c'était un complot, que tout était monté de A à Z, qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Elle disait que les juges étaient politisés, et elle fait appel. Donc, elle nie sa responsabilité, en dépit des preuves accablantes. Elle se moque des juges, qui ont jugé sur les faits et non pas pour des raisons politiques. Et elle dit « je fais appel, parce qu'en appel, c'est sûr, les juges seront beaucoup plus cléments ». Je ne crois pas que lorsque l'on agisse de cette façon, on puisse espérer une quelconque clémence, et je ne crois pas que lorsqu'on se rapproche de quelqu'un d'aussi corrompu que Sarkozy pour se voter une loi d'amnistie tout en étant en appel, on puisse espérer une réelle bienveillance de la part des juges. Je ne crois pas que cela puisse fonctionner, en toute sincérité. Alors, bon, vous avez toujours le fan club des protagonistes respectifs qui essayent de faire passer les comportements les plus inacceptables de leur poulain pour étant, au contraire, exemplaires. Non, non, non. Quand on prétend occuper des responsabilités politiques et diriger son pays, on se fait fort justement d'être exemplaire et d'avoir les mains propres. On ne pique pas dans la caisse. C'est très simple, au fond. Respecter la loi. C'est pas si compliqué. Voilà. Faut en rester à des choses simples. Voilà. Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, etc. Ils veulent pas être condamnés? Bah c'est simple, ils détournent pas d'argent. C'est pas un concept de gauche, hein. C'est un concept de justice. Ça me paraît élémentaire, mais visiblement certains essayent de s'en départir pour leur avantage, bien compris. Ben non, voilà. Moi j'ai un raisonnement très simple. Hein, voilà. Si vous voulez pas être condamné par des juges, fût-il de gauche, commencez par ne pas piquer dans la caisse. Vous verrez, ça se passera relativement bien. Car en France, les juges n'inventent pas des affaires de corruption. Ça n'existe pas. On ne monte pas des dossiers à partir de rien, comme le répète cette presse veule aux ordres du gang de Sarkozy. Non, non. Les juges n'ont pas ce pouvoir-là. Ils peuvent être plus ou moins zélés, mais ils ne peuvent pas inventer des dossiers de corruption à partir de rien. Ça, c'est de la fiction. Une fiction confortable, certainement pour certains, mais une fiction tout de même. Alors, c'est tellement vrai que je ne peux pas m'empêcher de citer quelques cas de responsables politiques de gauche qui ont été condamnés dans des affaires de corruption ces dernières années. Puisqu'on nous dit, oui, si la justice est politisée à gauche, bah alors il n'y aura jamais de dirigeants politiques de gauche qui sont condamnés. Bah, Jérôme Cahuzac,
condamné en 2018. Il me semble que c'est clair, hein, voilà, j'ai la peine sous les yeux. Condamné par la Cour d'appel de Paris à 4 ans de prison, dont 2 fermes, aménagé sous bracelet électronique, hein, toujours un peu la même histoire, 5 ans d'inéligibilité, 300 000 € d'amende pour fraude fiscale et blanchiment. Voilà, hein, c'était quand même l'ancien ministre du budget, qui cachait son argent en Suisse tout de même, hein, pendant qu'il faisait la traque aux contribuables français qui ne versaient pas au centime près ce qu'ils devaient au fisc. Il n'a pas fait de prison, hein, M. Cahuzac. Hein. Pas fait de prison, mais... Donc il y avait encore une forme de clémence à l'époque, hein, et Sarkozy aussi, hein, lors de son première condamnation. Hein, bracelet électronique, hein, c'est vraiment parce qu'il pousse très très loin qu'il y a eu ces réactions. Mais voilà, il y a quand même eu des condamnations. Sylvie Andrieux, ancienne députée socialiste des Bouches-du-Rhône, condamnée en 2016 par la Cour de cassation à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, donc 1 année ferme quand même. 5 ans d'inéligibilité, 100 000 € d'amende pour détournement de fonds publics. Elle avait détourné 740 000 € de subventions régionales au profit d'associations fictives pour financer des clientèles électorales entre 2005 et 2008. La justice française a fait son travail. Jean-Paul Huchon, socialiste, ancien président de la région Île-de-France, de 1998 à 2015, condamné en 2015 à 6 mois de prison avec sursis, 60 000 € d'amende et 1 an d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Fawzi Lamdaoui, socialiste, donc ancien conseiller de François Mitterrand à l'Élysée, condamné en 2016 à 8 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende pour abus de biens sociaux. Il avait utilisé une société fictive pour détourner des fonds destinés à des prestations fictives entre 2007 et 2008, avant son entrée à l'Élysée. Voilà, c'est une série de cas. Ça me semble être quand même assez démonstratif du fait que les uns et les autres sont poursuivis et condamnés s'il y a des faits de corruption. Voilà. Et encore une fois, la peine de prison prononcée contre Nicolas Sarkozy s'explique totalement pour une raison simple, c'est un provocateur qui, lorsque la justice est clémente avec lui, estime que c'est déjà trop, parce que lui, Sarkozy, n'a pas à être mélangé avec le Kidam, c'est-à-dire le citoyen français de base, et qu'on ne saurait, lui, le restreindre de quelque manière que ce soit, en dépit de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Voilà. Alors, ce serait un peu cruel de revenir sur Sarkozy et son bilan, mais je pense qu'il faut quand même un peu le faire, puisque comme on voit toute ce cartel médiatique de droite essayer de défendre l'un des pires présidents de la République française, et Dieu sait pourtant qu'il y a de la concurrence, je pense qu'il faut quand même revenir sur ces hauts faits en 5 ans de présidence. Et je ne parle pas de ces 5 ans en tant que ministre de l'Intérieur, sous Chirac. Alors déjà, bon, pour la forme, le traité de Lisbonne, hein, il a refait, enfin, après le rejet du projet de constitution européenne soumise à référendum en 2005, il l'a fait repasser par la fenêtre grâce au traité de Lisbonne, donc voilà. Alors il y a eu la loi NOM avec l'EDF, oui, adoptée en 2010 sous l'impulsion de François Fillon et de Sarkozy. Donc la loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité a imposé à EDF de vendre son électricité nucléaire à bas prix à ses concurrents via l'AREN. Ce mécanisme censé ouvrir le marché à la concurrence européenne a été souvent critiqué comme une vente à perte qui a endetté l'EDF de milliards d'euros et fragilisé la filière nucléaire française. Hein. Des experts estiment que cette loi a coûté à l'État des dizaines de milliards en subventions cachées. Voilà. Alors on lui doit l'immigration Sarkozy, l'immigration choisie à M. Sarkozy. Hein. Vous connaissez ce concept, hein. Donc il disait il y a l'immigration subie puis il y a l'immigration choisie. En fait vous avez les deux. Hein. Et alors on allait recruter les plus grands talents d'Afrique, nous disait-on. Alors Sarkozy c'est quand même 250 000 immigrés par an. C'est plus d'1 million en une seule mandature. Et donc ça, c'était l'homme de la fermeté migratoire. Voilà. Donc l'immigration choisie. Donc en fait, l'immigration PIB, hein, l'immigration patronale. On comprend pourquoi, d'ailleurs, les réseaux d'influence oligarchiques le protègent. Hein. Il a inondé la France de migrants. Il a fait son sale boulot. Et d'ailleurs, ajoutons à cela la guerre en Libye qui a gravement accéléré l'immigration de masse. Le colonel Kadhafi a méprisé cet avertissement. Au cours des dernières heures, ses forces
ont intensifié leurs offensives meurtrières. Des peuples arabes ont choisi de se libérer de la servitude dans laquelle ils se sentaient depuis trop longtemps enfermés. Ces révolutions ont fait naître une immense espérance dans le cœur de tous ceux qui partagent les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Mais elles ne sont pas sans risque. L'avenir de ces peuples arabes leur appartient. Au milieu des difficultés et des épreuves de toutes sortes qu'ils ont à affronter, ces peuples arabes ont besoin de notre aide et de notre soutien. C'est notre devoir. Puisque ça a créé un énorme courant d'air, un énorme appel d'air. Combien de ces millions de migrants qui se sont rués sur l'Europe via la Libye, à cause de Sarkozy, ont tué, violé, agressé, estropié à vie des Européens, des Français? Combien? Il faut que vous m'écoutiez. Alors, nous, on est une organisation humanitaire. On va vous prendre sur notre bateau. On vous prend en Italie, en Europe, d'accord? Mais l'important, c'est que vous restiez calme et silencieux et que vous nous écoutiez. On va y aller doucement, un par un, ok? On va vous donner des gilets de sauvetage. Sur ce canot, une cinquantaine de migrants arrivent de Libye. Prendre en empathie Sarkozy, vraiment. Je suis sceptique. La discrimination positive, c'était au cœur de sa présidence à Nicolas Sarkozy. Ah oui, on se rappelle des gens qu'il a voulu promouvoir dans son propre gouvernement. Ramatoulaye Wade, la sénégalaise musulmane, mariée à un socialiste, Zimet, auquel on doit cette magnifique mise en scène à Verdun, vous savez, lorsqu'il avait fait courir pour le centenaire, sous Hollande, toute une série d'enfants, dont beaucoup issus de la diversité, sur les tombes des poilus, qui n'avaient rien demandé. Oui, c'était son mari, et donc sa femme a été promue par Sarkozy. Est-ce à dire que votre mouvement, cette France qui ose, vous l'inscrivez avant tout comme un mouvement anti-Front National? Est-ce que c'est la base première de votre démarche? La base première de ma démarche, c'est d'être une alternative au système politique classique et un antidote au Front National. Voilà. Alors Ramayad, depuis, est rentrée dans les réseaux de la CIA aux États-Unis. Hein. Et alors Ramayad, dès qu'elle a un micro, elle crache sur les blancs, quoi. Non, la discrimination positive. Fadela Amara, alors elle, c'était donc une maghrébine issue des quartiers, donc du quartier ethnique, donc du caniveau, au Parti socialiste, et il l'a mise à la tête de la politique de la ville dans son gouvernement. La politique de la ville, qu'est-ce que ça veut dire? Ça consiste à arroser les quartiers ethniques d'argent subtilisé aux travailleurs blancs. Bon. Serge Dassault était fier de montrer à la ministre la transformation du quartier des Tarterets. Fadela Amara a aussi visité la Nacelle et Montconseil. Il faut dire que la ville de Corbeil représente à elle seule 25% du plan de rénovation urbaine essonien pour un total de 440 millions d'euros. Presque 30% des habitants de la ville sont concernés. La secrétaire d'État était venue féliciter le sénateur-maire. Par rapport à d'autres villes, je me rends compte évidemment et sur place et je juge sur pièce que Corbeil-Essonnes est une ville qui est très en avance et qui, pour moi, donne un bilan très positif. Ajoutez à cela presque 7 millions d'euros qui ont été dégagés grâce au plan de relance et quasiment 2% de l'enveloppe nationale. En tout, d'ici fin 2009, ce seront 38 millions d'euros qui seront investis sur la ville. Donc ça consiste à acheter en fait les quartiers ethniques. Alors cette plaisanterie a quand même coûté des milliards et des milliards. Voilà, discrimination positive. Et je voudrais pas oublier quand même Rachida Dati, actuelle ministre de la Culture d'Emmanuel Macron. Ministre de la Culture qui, vous le savez,
finance en fait tout l'écosystème de la culture en France tenu par la gauche. Encore une brillante recrue de Nicolas Sarkozy, auquel il faut ajouter bien évidemment la promotion très agressive par la loi de la diversité, c'est-à-dire d'obliger les entreprises, les collectivités territoriales à recruter en fait des immigrés à la place des Français. Voilà. Bon. Départementalisation de Mayotte, bon bah on en voit les miracles tous les jours, hein. Voilà, donc j'ai pas besoin de commenter. Là aussi ça se transforme en énorme pompe à immigration. Alors on lui doit en 2011 l'introduction de la théorie du genre à l'école. Voilà, hein. Donc les manuels scolaires de SVT ont intégré des chapitres sur le genre, expliquant que l'identité sexuelle est socioculturelle plutôt que biologique. Sarkozy. Sarkozy. Alors on lui doit aussi bien sûr la fin de la double peine, hein, voilà, hein, c'est une réforme de 2003, impulsée par Sarkozy comme ministre de l'Intérieur, qui a limité les expulsions automatiques d'étrangers délinquants, vu comme un laxisme pénal. Hein. Parallèlement, sa politique du chiffre a poussé les forces de l'ordre à privilégier les statistiques comme les PV ou les interpellations, au détriment de la prévention générant des dysfonctionnements persistants. Voilà. Donc c'est ça, on n'expulse pas les criminels étrangers, fin de la double peine, merci Sarkozy, et on fait du chiffre, c'est-à-dire qu'on va harceler en fait les Français au bord des routes. Voilà. Bon, je passe sur l'hôpital public, hein, il a fermé beaucoup de lits dans les hôpitaux. Après tout, pourquoi soigner les Français? Franchement, je vous le demande. Oui, la saisine individuelle du Conseil constitutionnel, on oublie un peu trop, mais il est membre de droit du Conseil depuis 2012, en tant qu'ancien président de la République, hein, et alors il a copieusement instrumentalisé l'institution via des recours personnels, comme en 2013 pour ses comptes de campagne. Évidemment, bah pourquoi s'en priver, hein, je veux dire, comme je le disais tout à l'heure, hein, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Alors, on lui doit aussi la vente de 20% des réserves d'or françaises, une perte quand même de 40 milliards d'euros pour les contribuables français. Bon, hein. Alors, l'ouverture à gauche, ça je l'ai dit, hein, bon, c'était au nom de la discrimination positive, mais c'était aussi avec des figures aussi éminentes et respectables que Bernard Kouchner. C'est Médecins sans frontières, hein, Kouchner. Donc c'est l'homme du Kosovo, hein, avec ses liens avec la mafia albanaise et les réseaux de trafic d'organes. La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une tête à vendre des organes, moi. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. C'est donc le néoconservatisme le plus pur, le plus dur. Bon, la destruction de la Syrie, la destruction de la Libye, bon, j'ai parlé des Balkans, etc. Voilà. Donc c'est vraiment des gens comme ça que Sarkozy a mis aussi dans son gouvernement, en fait, parce qu'il partageait sa politique, à la fois pour des raisons d'affinité ethnique avec Kouchner et pour des raisons d'orientation générale, d'alignement, en fait, sur les États-Unis et Israël. Parce qu'Israël, c'est un miracle. Suppression du crime de haute trahison. Oui, je pense qu'il sentait le boulet se rapprocher, et il s'est dit, bon, on ne sait jamais, je pourrais avoir des problèmes, donc révision constitutionnelle de 2007, hein, sous son impulsion, a remplacé la haute trahison par un vague manquement au devoir, supprimant une protection contre les abus présidentiels et protégeant potentiellement Sarkozy, évidemment, lui-même, c'est très clair. Il sentait bien que les choses allaient se compliquer pour lui, au vu de ses activités. Alors, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais tiens, je vais m'intéresser aussi à sa compagne. J'ai vu que certains à droite se félicitaient qu'elle avait un peu malmené certains journalistes de gauche à la sortie du tribunal. Vous voyez une injustice? Incroyable! Voilà. Bah, on se rappellera toute la considération de Madame Carla Bruni pour les Français, dont elle trouvait que le sang était pourri. Hein, c'était cité par Patrick Buisson dans son ouvrage, un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, et qui disait que Carla Bruni considérait que les Français de souche, en fait, avaient le sang pourri et qu'il fallait le renouveler avec l'immigration de masse. Donc, en fait, il fallait procéder au génocide des Français de souche, quoi. C'était le type de discussion qui avait cours dans l'entourage de Sarkozy, voilà,
d'ailleurs quelqu'un qui le disait sans cesse, hein, voilà, le métissage, hein, c'est l'avenir. Hein, et puis ça doit être obligatoire surtout. Voilà, il n'y a pas le choix, quoi. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Donc il y avait là une musique qui était très installée à l'Élysée sous Sarkozy. Je ne crois pas, non, qu'il faille admirer particulièrement Carla Bruni. Alors, il y avait aussi l'arnaque du débat bidon sur l'identité nationale. Hein. Il cherchait à occuper le terrain médiatique, et alors Patrick Buisson lui avait conseillé un débat sur l'identité nationale, qui s'est transformé en énorme farce, puisque d'ailleurs le débat a été verrouillé, organisé dans des préfectures, où on convoquait uniquement des gens qui étaient déjà d'accord, et tous de gauche. Ça s'est terminé sur une ode aux valeurs de la gauche républicaine et de l'intégration des immigrés. Bon, vaste blague, bien sûr, du Sarkozy dans le texte, c'est-à-dire j'essaye de faire de l'appel du pied à droite en mettant la gauche en situation. Voilà. Sarkozy. Il y a aussi une affaire pour laquelle des personnes ont un peu... que beaucoup ont oublié, c'est le pacte qu'il a noué avec Bernard Tapie pour lui permettre de mettre la main sur pratiquement 1,5 milliard d'euros au détriment des contribuables français, quand même. Donc ça s'est joué à ça. On sait que Bernard Tapie se rendait fréquemment à l'Élysée pour rencontrer Sarkozy, pour mettre au point cette affaire. Donc Sarkozy et Tapie voulaient voler 1,5 milliard d'euros aux Français. Christine Lagarde, condamnée mais pas punie dans l'affaire Tapie. Telle est la décision rendue par la Cour de justice de la République. La Cour reconnaît donc l'ancienne ministre de l'économie coupable d'une négligence coûteuse pour les deniers publics en autorisant un arbitrage privé sur le litige entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais sans avoir consulté d'autres avis. Le fait que Christine Lagarde n'écope pas de peine ni d'inscription au casier judiciaire relève d'une disposition du Code pénal selon laquelle le reclassement du coupable est acquis. La Cour a ici estimé que la personnalité de l'accusé, sa réputation internationale et son engagement à l'époque où elle était ministre de Nicolas Sarkozy contre la crise financière internationale plaidaient en sa faveur. Et ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu une intervention de la magistrature qui l'en a empêché. Mais Sarkozy voulait piller les caisses de l'État. Alors, en politique étrangère, on lui doit évidemment la réintégration dans l'OTAN, enfin dans le commandement intégré, signe de soumission intégrale évidemment à George Bush à l'époque, à Obama ensuite, comme c'était voulu. Destruction de la Libye, je l'ai dit. Alors, revirement en Syrie, et participation aux côtés des États-Unis à la destruction de la Syrie, avec la montée en puissance du djihadisme, comme on le sait. Alors donc c'est après avoir réhabilité Bachar al-Assad en 2008, puisqu'il a invité le 14 juillet de cette année pour le courtiser. Il a fait un changement en 2011, lorsqu'il s'est coordonné avec les États-Unis pour le renverser, avec l'idée de soutenir les djihadistes et de renverser Bachar al-Assad. Bon, bah c'est fait, hein. Les djihadistes sont au pouvoir à Damas, ce qui annonce évidemment une catastrophe générale sur le long terme, mais Sarkozy a joué un rôle central. Bon, alors je passe sur l'alignement sur Israël, bien évidemment, qui en fait s'inscrit dans la montée des tensions face à l'Iran. Vous avez vu que ces tensions continuent de progresser, mais tout ça est un revirement qui vient de loin. Sarkozy a joué un rôle prépondérant là-dedans. On lui doit aussi, c'est moins relevé, pour faire plaisir aux maîtres américains, de sa décision de renforcer l'intervention française en Afghanistan. Donc il avait à l'époque envoyé 700 soldats supplémentaires, donc c'était en 2008, alors qu'on voyait bien que l'impasse était consommée et qu'il fallait déjà économiser la vie de ces soldats plutôt que de les exposer. Mais Sarkozy, souhaitant en fait briller auprès des Américains, a préféré envoyer des soldats mourir inutilement pour l'occasion. Pratiquement 90 soldats quand même sont morts en Afghanistan pour rien, faut quand même le dire.
Et Sarkozy a largement contribué. Et puis il faut parler enfin de l'organisation de l'infiltration qatari dans le pays, et notamment des frères musulmans. C'est Sarkozy, hein. Alors je vais vous lire ça aussi, c'est intéressant quand même. Sarkozy a favorisé l'influence islamo-qatari en France via des investissements comme le PSG ou l'achat d'armements, notamment le Rafale, et une convention fiscale de 2008 qui exonère les capitaux qataris. En contrepartie, le Qatar a financé son divorce avec son ex-femme, hein, d'origine juive, Cecilia Siganer Albéniz, donc la mère de Louis Siganer Albéniz Sarkozy, qui n'a pas de sang français d'ailleurs, pour 3 millions d'euros, via une surrançon pour les infirmières bulgares en 2007. Voilà. Donc, fausse opération, libération d'otages, rançon inversée. En fait, là-dessus, Sarkozy touche une partie et on finance son divorce là-dessus. Voilà, c'est les Qataris qui payent. Donc les enquêtes sur le mondial de 2022 ont attribué au Qatar pointent aussi un pacte de corruption lors d'un déjeuner à l'Élysée en 2010, impliquant Sarkozy, Platini et l'émir du Qatar. Cette collusion culmine avec la guerre en Syrie, le Qatar voulant renverser Bachar al-Assad pour faire transiter son gazoduc à direction de la Turquie et de définitivement structurer ce corridor énergétique grâce à l'appui des frères musulmans. Vous savez que la Turquie est aux mains des frères musulmans. On voulait mettre les frères musulmans au pouvoir, c'est fait, comment dirais-je, en Syrie. Et le Qatar, qui est un bailleur de fonds de la galaxie des frères musulmans, voyait ainsi ses intérêts pleinement protégés de la sorte, grâce au pion Sarkozy installé à Paris, moyennant mécanisme de corruption. Vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un de remarquable, hein, Sarkozy, puisqu'il a installé l'islamisme en France au plus haut niveau de l'État. C'est vraiment quelqu'un qu'on a envie de protéger, Sarkozy. Hein. C'est vraiment quelqu'un dont on a envie de se lamenter que la justice fasse preuve d'autant de sévérité à son égard. Hein. Vraiment, je comprends CNews, hein, je comprends Pascal Praud qui nous parle de l'islam matin, midi, soir, je comprends qu'il se lamente sur Sarkozy, un homme qui a tant fait pour résister à l'islamisation quand même de la France. Oui, c'est vrai, on comprend. Voilà. Bon, vaste blague, bien entendu. Ne vous laissez pas abuser par cette infâme propagande qui est déversée par CNews, par Le Figaro, par Valeurs Actuelles, par toutes leurs têtes de gondole. C'est une énorme escroquerie. Là, ce sont des réseaux de corruption qui sont en mouvement. C'est du pur clientélisme. Quand il s'agit de clientélisme, il n'y a plus de droite ou de gauche. C'est juste défendre les amitiés liées à cette corruption et rien de plus. N'exprimez aucune sympathie pour de pareils gens. Vous êtes des petites gens. Ces gens-là se fichent de ce que vous êtes. Si demain il vous arrive un drame du fait de l'immigration organisée par Sarkozy, et j'ai énoncé le mécanisme, ces gens-là s'en fichent absolument, d'accord ? N'éprouvez aucune empathie pour ces escrocs. Félicitez-vous au contraire qu'il y ait un tout petit peu de justice pour une fois avec cet immonde crapaud qui va, pour un temps très court, mais va quand même être humilié en passant par la case prison. Il disait « je vais dormir tête haute en tôle ». Non, il n'a pas de quoi avoir la tête haute, Sarkozy, si ce n'est évidemment son culot légendaire, arbre généalogique oblige. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Ne vous laissez pas abuser. Sarkozy est corrompu, corrupteur. C'est un des pires présidents de la Ve République. Bien évidemment, il y en a d'autres. Les gens qui vont dire « oh, il y a pire », etc. Non, d'abord, non, il n'y a pas pire. Et ensuite, c'est pas parce que d'autres se livrent à des activités aussi répréhensibles que, par ailleurs, il faut blanchir celui-là. Hein. Je veux dire, voilà. Il n'y a pas de droite ou de gauche. Voilà, il y a une loi, elle est la même pour tout le monde. Soit on l'applique, soit on ne l'applique pas. Mais c'est pas parce que quelqu'un de droite devrait avoir un passe-droit. Ça, c'est un non-argument. Ça vaudrait d'ailleurs tout aussi bien pour la gauche. Voilà. Et si, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous êtes quelqu'un de droite, que vous savez que les magistrats penchent à gauche, eh ben, raison de plus pour être irréprochable. C'est pas très compliqué de respecter la loi quand on est un responsable politique. Et si des gens ne peuvent pas respecter la loi et préfèrent détourner de l'argent, qu'ils ne viennent pas se plaindre s'ils sont condamnés sévèrement pour l'avoir fait. Voilà.
pas l'impression d'inventer l'eau chaude, mais quand même un peu quand j'entends certaines réactions. Voilà, donc rejetez fermement les appels à prendre en pitié l'infâme Sarkozy, félicitez-vous bruyamment de sa condamnation, et ne mélangeons pas tout en parlant de politisation de la justice. C'est un écran de fumée pour faire passer ce crapaud pour non seulement une victime, mais même une icône, entre guillemets, de la droite. Alors oui, c'est une icône de la droite affairiste, dans ce qu'il y a de pire, et sa bande qui se porte à son secours en disant toute l'estime qui est là pour lui, ferait la même chose dans sa situation. Ils sont tous aussi corrompus les uns que les autres. Voilà la réalité. Pas de pitié pour les politiciens corrompus. À bientôt pour une prochaine vidéo, chers amis.